2 minuter, men de har inte börjat. Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans Culture Jumelle. Je vous souhaite la bienvenue. Nouvelle série de dialogues organisée par les bibliothèques de Nancy. Alors, Culture Jumelle, c'est un duplex informatif, participatif, interactif même. C'est une table ronde qui va durer à peu près 1 heure, durant laquelle, avec nos invités, on va se pencher sur la situation de la culture en période de Covid. Nous allons le faire avec nos voisins de Belgique, nos voisins, que dis-je, nos jumeaux même, puisque Nancy et Liège sont des villes jumelles. Alors, nous sommes fiers à Nancy d'honorer cette gémellité, ce lien qui nous unit. Culture jumelle, c'est quoi en 2 mots? C'est une série de conversations entre voisins sur les réseaux, sur Zoom, sur Facebook, avec votre participation. Certains d'entre vous étaient peut-être déjà là en novembre dernier lors des élections américaines. C'était le même principe, c'était là encore avec une ville jumelle, Cincinnati. On a décidé de poursuivre l'expérience. Ce duplex est donc le premier d'une série de 5 rencontres avec d'autres villes jumelles, à savoir Karlsruhe en Allemagne, Newcastle au Royaume-Uni, Kanazawa au Japon et Krasnodar en Russie. Voilà, ça va se faire tout au long de l'année 2021. De quoi on va parler dans Culture Jumelle? À chaque fois, les thématiques abordées seront différentes. Ce sera l'occasion de mettre l'accent sur une problématique propre à chaque pays, mais notre objectif est transversal. On en a un, c'est l'étude de la construction de l'information en temps de crise sanitaire, sociale et économique. Voilà, ça c'est la toile de fond, mais ça passe par des sujets divers et variés. Je peux déjà vous le dire, puisqu'on est entre nous, que le deuxième duplex est prévu avec la ville de Karlsruhe en Allemagne, et on traitera de l'épineux problème des fake news et des moyens de combattre ce fléau. Mais ce soir, c'est la question de la culture. Malgré la pandémie, et précisément en Belgique, qui nous intéresse, en Belgique et en France bien sûr, puisque l'idée est de comparer, de comprendre, de s'intéresser à l'autre, de s'intéresser à soi. Vous regardez un duplex informatif, participatif, interactif, je le répète. À tout moment, vous pouvez poser vos questions sur le chat de Zoom ou sur le chat Facebook. Notre modérateur Ethan Gray, qui est étudiant à Sciences Po Nancy, les posera en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à nous joindre à la conversation. Le plateau de ce soir est riche et je m'en félicite. Nous avons Monsieur Daniel Weissmann, qui est directeur général de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Nous avons Pierre Théis, directeur adjoint du Théâtre de Liège. Peter Jacobson, directeur du Ballet de Lorraine, ça c'est le côté français. Et puis nous aurons également la présence de 2 élus locaux qui introduiront la table ronde. Nous avons Monsieur Bertrand Masson, adjoint au maire de Nancy, délégué à la culture, au patrimoine, aux métiers d'art et aux grands événements. Et puis son homologue en Belgique, Monsieur Jean-Pierre Hupkens, échevin à la culture de Liège. Voilà, pour les Français, échevin, c'est adjoint, l'équivalent d'adjoint au maire. Je vais demander à Monsieur Bertrand Masson d'ouvrir son micro et sa caméra, ainsi que Monsieur Jean-Pierre Hupkens. C'est à vous, messieurs, d'ouvrir votre caméra. Bonsoir, messieurs. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Bertrand Masson. Merci d'être là. Je crois que vous vouliez dire un petit mot pour introduire la série Culture Jumelle. Oh bah, très, très rapidement, merci de vos mots d'introduction. C'est avec beaucoup de plaisir qu'effectivement ce soir, nous ouvrons cette série de dialogues avec les villes jumelles, avec 5 des villes jumelles de Nancy. Je salue très chaleureusement Monsieur Hupkins, l'échevin à la culture de la ville de Liège, avec l'espoir de le rencontrer prochainement de visu, on va dire, et pas au travers d'un écran. Je voudrais aussi remercier les bibliothèques de Nancy, leur directrice Juliette Lenoir pour l'organisation de ce temps d'échange, et puis les intervenants que vous avez déjà cités. Je me permettrai peut-être de dire juste 2-3 mots en introduction pour ne pas monopoliser la parole et les échanges. Vous dire qu'en France, depuis maintenant 1 an, le secteur de la culture est durement touché par cette crise sanitaire qui dure. Les lieux de culture sont fermés au public maintenant depuis plusieurs mois, à l'exception, il faut le noter ce soir, des bibliothèques et des médiathèques qui accueillent du public, mais sinon, nos lieux de culture sont à l'arrêt, et cela est à l'origine de beaucoup d'inquiétudes de la part des acteurs culturels, et cela crée aussi un manque, je crois, extrêmement fort de la part des publics qui sont impatients de pouvoir revenir soit dans une salle de théâtre, soit au cinéma, soit dans un musée. Et en tout cas, nous, à la ville de Nancy, avec le maire Mathieu Klein, eh bien, nous militons en quelque sorte pour cette réouverture des lieux de culture sous un protocole sanitaire extrêmement strict, parce qu'il ne s'agit pas, bien évidemment, de rajouter de la crise à la crise que nous vivons. Mais je veux aussi dire, et je profite de la présence d'acteurs culturels de premier plan ce soir, pour dire que aussi je suis tout à fait impressionné chaque jour de la capacité d'invention, de rebond, d'adaptation de nos acteurs culturels. Chaque jour, je vois qu'ils ne sont pas simplement à attendre la fin de la crise, mais à imaginer de nouvelles formes de présentation au public de leur travail, de réinventer finalement les créations qu'ils avaient engagées et qui auraient dû se produire sur les plateaux ces derniers jours. Je veux vraiment profiter pour leur rendre hommage en quelque sorte ce soir, et leur dire toute notre fierté eh bien de les avoir sur nos territoires. Et puis enfin, pour terminer, je veux aussi dire, et peut-être ce sera aussi l'occasion d'un échange ce soir, que j'entends aussi chez un certain nombre de ces acteurs-là l'envie de penser le monde d'après, comme on dit parfois, c'est-à-dire de s'interroger sur ce que sera la culture après la crise, quand nous aurons la chance d'en voir le bout. Est-ce que nous aurons les mêmes pratiques culturelles demain comme hier? Est-ce que demain nous ferons culture ensemble de la même manière que nous le faisions hier? Eh bien, ça, c'est une question, je crois, intéressante. Et à l'heure où justement, eh bien, nous dialoguons ce soir entre Liège et Nancy, eh bien, nous parlons aussi de cette capacité de travailler dans des réseaux à des échelles peut-être parfois des échelles de proximité. Et finalement, Nancy et Liège, c'est assez proche, ces 2 villes assez proches et qui ont beaucoup en commun. Et donc, je suis heureux que ce soir, nous commencions ce dialogue avec nos villes jumelles par Liège, parce que je ne peux que souhaiter un renforcement, on va dire, de nos liens, et notamment de nos liens culturels. Et je redis en tout cas à M. Hupkins le plaisir que j'aurai prochainement, soit de l'accueillir à Nancy, soit de pouvoir me rendre en Belgique, mais en tout cas formuler le vœu de ce lien renforcé avec la ville de Liège et avec les acteurs culturels belges. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Hupkins. Vous voulez répondre à cette invitation? Alors, je vais évidemment l'accepter et la lancer moi-même. Nous avions convenu que mon collègue et homologue introduirait
la réunion. Je ne vais donc pas surcharger celle-ci. Je me réjouis d'avoir pris cette option puisque je n'ai pas un mot à retirer à ce qu'il vient d'annoncer. Et donc, je me réjouis de l'initiative nancéenne. J'espère évidemment que nous aurons à nous croiser, à croiser nos expériences. Vous pouvez venir sans trop tarder nous rencontrer dès lors que les frontières seront ouvertes, puisque chez nous, les musées sont encore accessibles. Voilà, il y a des exceptions culturelles, l'exception liégeoise en est une, et tous les acteurs, chez vous comme chez nous, contribuent à non seulement faire culture ensemble, mais faire société ensemble, quelles que soient les grandes institutions, les institutions plus modestes ou les opérateurs parfois très modestes, tout le monde démontre une obstination, une volonté de faire vivre la culture, de faire société ensemble, et je m'en réjouis. Je pense qu'il faut vraiment rendre hommage. Je suis sûr qu'on en parlera beaucoup ce soir. Et déjà, nous sommes dans l'après-Covid, l'après-pandémie, le monde de demain, comme vous l'aviez si bien dit. J'avais dit que je ne serais pas trop long, je l'ai déjà été beaucoup trop. Que nous commencions nos échanges, c'est là l'essentiel. Mais non, vous êtes parfaitement dans les temps, messieurs. Merci pour ces amabilités. Alors, effectivement, vous avez abordé quelques sujets dont on va parler ce soir. Merci pour cette introduction, messieurs. N'hésitez pas, vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez. Mais on va sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet avec un rappel assez rapide de la situation sanitaire en Belgique, les restrictions en cours et les nouvelles mesures, puisqu'il y en a eu des toutes nouvelles hier, figurez-vous. Je pense que vous le savez, la Belgique est l'un des pays au monde les plus touchés par l'épidémie ramenée au nombre d'habitants. Comme en France, on note une hausse des contaminations du Covid. La circulation du virus n'a jamais été aussi intense depuis 4 mois et c'est dû aux variants anglais notamment. Hier, le Premier ministre Alexander De Croo a décidé un nouveau confinement strict, fermeture des écoles et commerces non alimentaires à partir de samedi, oui, pour une durée de 4 semaines. Il a évoqué un sacrifice à court terme. Les voyages non essentiels à destination et en provenance de la Belgique restent interdits jusqu'au 18 avril inclus. Donc, Monsieur Masson, votre voyage à Liège va devoir attendre un petit peu. Voilà, pour les dernières nouvelles. En Belgique, au moins jusqu'au 30 avril, sont fermés les établissements culturels, tous sauf les musées, vous l'avez dit. Et puis les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques, ça c'est comme en France. Et puis aussi certains lieux culturels pour les groupes scolaires. Voilà. On rappelle que les premières restrictions en Belgique et en France, c'était il y a à peu près 1 an. Ça fait 1 an que la culture est mise sous cloche. Rapidement, très rapidement, quelques chiffres sur l'impact économique des restrictions sur la culture pour qu'on puisse bien comprendre ce que ça donne. La Covid a coûté 319 millions d'euros au secteur culturel belge. Ces chiffres sont donnés par la SABAM, la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs. La SABAM parle d'un véritable coup de massue pour l'économie culturelle belge. Ces chiffres, comment sont-ils calculés? En fait, c'est le chiffre d'affaires en 2020 par rapport à l'année 2019. Les revenus issus d'événements culturels sont en recul de 87%. Les festivals, les soirées, les représentations théâtrales subissent l'impact économique le plus sévère. Les festivals perdent le chiffre astronomique de 99% de leurs recettes de billetterie. Les organisateurs de soirées ont constaté une baisse de revenus de 83%, suivi par le théâtre professionnel, moins 81%, et les concerts, moins 80%. On va donner beaucoup de chiffres, on va parler de beaucoup de choses au cours de cette soirée. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez recouper une information, si vous voulez revérifier, tous les liens sont disponibles dans un Google Doc, un fichier partagé qui est sur Facebook, le premier commentaire, et qui sera également dans le chat. Vous allez pouvoir cliquer et voilà, retourner autant que vous voulez. J'aimerais mettre en perspective les chiffres en Belgique avec les chiffres européens, avec un rapport très intéressant du cabinet d'audit financier de conseil EY, qui parle d'une chute de 31% du chiffre d'affaires des économies culturelles et créatives. C'est bien sûr l'un des secteurs les plus affectés par la crise en Europe. 199 milliards d'euros de pertes, là aussi le chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. Alors c'est moins que le transport aérien, qui est le secteur européen le plus en souffrance, mais c'est plus que les 2 autres secteurs phares de l'économie européenne, à savoir le tourisme et l'automobile. En fait, c'est le 2e secteur le plus impacté. Les ondes de choc de la crise du Covid se font ressentir dans l'ensemble des secteurs culturels et créatifs, tous sauf un d'ailleurs.
Bon, les chiffres sont effrayants, le spectacle vivant, et on va beaucoup en parler ce soir, bien sûr, au vu de nos invités, les spectacles vivants perdent 90% de son chiffre d'affaires, la musique, moins 76%, les arts graphiques, l'architecture, la publicité, les livres, la presse, l'audiovisuel font face à des baisses de 20 à 40%, et il n'y a que l'industrie des jeux vidéo qui tient bon avec une croissance d'environ 9% sur son chiffre d'affaires. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que fin 2019, les industries culturelles et créatives comptaient parmi les poids lourds de l'économie de l'Union européenne. Ça, c'est important et on va en reparler. C'est un plus gros chiffre d'affaires que les télécommunications, l'industrie automobile ou pharmaceutique. Voilà. Et en 2020, le secteur culturel européen, je me répète, a perdu 31% de son chiffre d'affaires. À titre de comparaison, en France, c'est entre 32 et 36%. Peut-être que je vais demander une première réaction à nos intervenants. Je vais leur demander d'ouvrir leur micro et d'allumer leur caméra. Et peut-être voilà, avoir une première réaction, même si on s'en doute, on va plutôt déplorer ces chiffres qui font froid dans le dos. Monsieur Jacobson, Monsieur Weissman, Monsieur Théis, vous êtes là, vous nous entendez? On Oui, vous entend. Oui, oui, on Est-ce vous que vous entend. pouvez allumer vos caméras, s'il vous plaît, messieurs, pour qu'on voit qui dit quoi ou alors, c'est vous qui devez vous le... donner cette C'est vous qui devez le autorisation. faire, oui. Voilà. Voilà, je vous Voilà. donne cette autorisation pour qu'on puisse vous voir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je vais refaire des présentations rapidement. Monsieur Pierre Thiéis, vous êtes directeur adjoint du Théâtre de Liège. Bonsoir et merci. Peter Jacobson, vous êtes directeur du Ballet de Lorraine. Et Monsieur Daniel Weissman, vous êtes directeur général de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Peut-être, quel est le premier sentiment qui vous vient à l'écoute de ces chiffres, messieurs, si quelqu'un veut s'exprimer en premier? C'est dramatique. Après, je pense qu'il faut peut-être contextualiser un petit peu. L'institution reste forte. Et ici, nous représentons tous des grosses maisons donc qui parviennent à traverser cette crise de manière finalement non pas sereine, mais on va y arriver. Ce qui est très problématique aujourd'hui, en tout cas sur le secteur du théâtre et de la danse qui m'occupe particulièrement, c'est la situation de l'artiste intermittent ou indépendant qui devient aujourd'hui excessivement précaire. Et je pense que là, la situation est vraiment, vraiment alarmante. Alors, les pouvoirs publics mettent énormément de choses en œuvre pour essayer d'y remédier, mais ça ne suffit pas. La crise se fait sentir maintenant et elle se fera sentir davantage, à mon avis, d'ici 1 an à 2 ans, pour notamment la jeune création. Oui, alors on va parler de ce que les pouvoirs publics tentent de faire pour aider la culture. Monsieur Weissman, vous avez peut-être un mot par rapport aux chiffres sur l'impact économique de la Covid sur le secteur culturel? Je ne vais pas reprendre ce que vient de dire M. Piertis, qui est tout à fait réaliste. Je pense que tout le monde est au courant. Aujourd'hui, a pris conscience plutôt de l'importance, vous avez parlé de chiffres de la culture en Europe, mais aussi de l'impact que ça a aujourd'hui sur la culture. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est surtout qu'on a l'impression, plutôt qu'on découvre ça, ce que je trouve absolument extraordinaire, parce que finalement, au tout début, on a eu quand même des propos politiques assez mesurés, qui étaient de l'ordre, oui, les artistes, on sait qu'il faut qu'ils s'expriment, on sait qu'ils ont envie de parler, on sait que… Et en fait, quand on a mis en face l'impact économique, on s'est tout d'un coup rendu compte que ces propos n'étaient pas en soi méprisants ni simplement pour minimiser l'impact, mais ils étaient tout simplement dans l'ignorance qu'avaient les politiques de l'impact de la culture dans leur vie. Donc, ce qui est très important dans cette crise, c'est d'abord la prise de conscience croisée que nous devons avoir avec nos politiques. Nous sommes très privilégiés à Liège d'avoir un dialogue permanent avec nos instances politiques, mais je crains que ce ne soit pas partout la même chose, et surtout plus on monte dans les sphères gouvernementales et plus on a besoin d'un vrai travail d'explication et de connaissance du secteur de l'un de l'autre. Alors, c'est une superbe transition pour le point qu'on va adopter après, c'est voilà, les mesures gouvernementales qui aident la culture. Mais peut-être, monsieur, avant, monsieur Jacobson, vous vouliez dire un mot sur l'impact économique ou non? oui, bien sûr. Bon, je suis tout à fait d'accord avec M. Thies et M. Weissman. Je pense que ce qui est important aussi de ne pas oublier, c'est pas que un impact économique, c'est aussi le fait de les artistes qui peuvent pas pratiquer leur art, qui peuvent pas faire des spectacles. Et si on comparait avec des joueurs de foot, par exemple, il faut pratiquer son art. Et si on n'a pas la chance de faire ça, et certainement pas devant un public, c'est ça qui est grave aussi pour l'avenir. Et comme je suis
je dirige une organisation de 50 personnes, à peu près la moitié des danseurs. C'est une énorme responsabilité pour que les danseurs puissent continuer à travailler et pas seulement dans le studio, mais aussi évidemment de faire ce qu'ils sont traînés pour faire. Il faut aussi, oui, bien sûr, le côté économique, c'est très, très important, mais bon, évidemment, j'ai de la chance parce que j'ai toujours, je dirige une organisation déjà soutenue par l'État et la ville, la région, etc. Mais comme M. Tiss a dit, c'est l'impact sur les artistes indépendants, c'est beaucoup pire, c'est vraiment inquiétant. Bien sûr, on va parler de cet aspect mental, psychologique très difficile. Mais les aides, alors les aides directes, c'est quand même important. Je sais qu'à Bruxelles, il y a eu deux séries d'aides directes allant de 1 500 € à 3 000 € qui ont été mis en place dès la première vague pour soutenir les personnes les plus durement touchées par la crise. Alors, on pense tout de suite aux artistes, mais il y a bien sûr les techniciens, les animateurs, les gardiens de musée, c'est beaucoup de choses. En Flandre aussi, il y a eu des mesures similaires. Nous, on s'intéresse à la Wallonie, bien sûr, puisque nous sommes à Liège. Je crois qu'il y a à peu près 60 000 travailleurs de la culture en Wallonie. Monsieur Piertis, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a eu des aides financières pour les travailleurs de la culture en Wallonie? Comment on s'en sort quand on est travailleur de la culture? Alors, il y a eu des aides, oui, bien sûr, il y a eu des aides. Alors, les aides, en tout cas pour celles qui concernent l'institution au Théâtre de Liège, je pense que c'est pareil chez mon collègue de l'orchestre, émanaient plutôt de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, vous savez que la Belgique est divisée en régions et en communautés. Après, il y a surtout eu des initiatives, et je pense à une initiative qui a été mise sur pied à Liège, notamment en collaboration avec les pouvoirs publics et le soutien de la ville de Liège et de la province de Liège, qui est une initiative qui a créé de l'emploi au pic de la crise l'été dernier, une manifestation éminemment fédérative, rassembleuse, qui a créé de l'emploi puisqu'on a mis sur pied avec la ville et les différentes associations socioculturelles de la ville de Liège. Monsieur Hupkens parlait d'associations plus modestes qui ont été battantes aussi dans l'organisation de cet événement et qui a suscité un enthousiasme du public puisqu'on a occupé pendant les 2 mois 4 places publiques de la ville avec des spectacles toutes disciplines confondues, du théâtre, de la danse, du cirque, du chant et qui concernaient majoritairement les artistes du territoire pour lesquels on signait bien sûr des contrats en bonne et due forme. Ça représenté plus ou moins 200 manifestations sur l'ensemble de l'été. Monsieur Hupken, vous me corrigez si je mélange les chiffres. Et ce qui a 80 manifestations sur l'ensemble de l'été avec presque plus de 200 contrats d'emploi d'artistes et techniciens. Il y a un cadastre de l'ensemble des aides accessibles aux travailleurs des secteurs culturels qui est coordonné par le ministre de la Culture belge. Le lien, encore une fois, est dans le doc partagé. Messieurs, vous aviez connaissance de ce cadastre. Que pensez-vous des initiatives mises en place par les autorités pour faire vivre la culture au plus haut niveau? Alors, si je peux me permettre, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu très vite le ministère de la Culture au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles est organisé face à des fédérations d'organismes culturels, à des fédérations de compagnies dans le théâtre, à des fédérations qui comprennent toute une série d'artistes représentatifs ou toute une série d'institutions représentatives. Ce sont ces fédérations qui ont très vite été au contact du ministère et qui ont permis en fait de mettre en place avec le ministère, avec une extrême bonne volonté, un cadastre des aides disponibles immédiatement. Ce qui s'est passé après, c'est qu'en fait, on a réévalué le terrain. C'est un peu ce qu'il disait M. Jacobson, sur deux crédits. D'abord, ceux qui avaient envie de travailler, qui pouvaient encore travailler suivant les protocoles sanitaires et qu'on a essayé d'aider à travailler, et puis ceux qui avaient besoin d'aide parce qu'ils ne pouvaient vraiment pas travailler. Et donc, il y a eu les deux côtés. Le côté l'aide à une création nouvelle, peut-être à de nouvelles initiatives, puis une aide financière sur l'aspect géré, en fait, d'une culture à l'arrêt total. Et ce qui a été bien fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de dialogue entre les institutions, les fédérations, et avec, d'ailleurs, il faut le dire, nos collègues flamands, une grande coordination constante, hein, entre autres grâce au Théâtre de Liège et à l'orchestre, puisque nous faisons tous les deux partie de cet échange permanent entre fédération flamande et fédération francophone. Et finalement, il y a eu un cadastre assez rapide qui s'est mis en place.
Ce qui est arrivé avec le temps et qui est plus inquiétant, c'est comment l'artiste se sort de cette période. C'est ce que disait Piertis, c'est ce que disait aussi M. Jacobson. C'est-à-dire que l'artiste à l'arrêt, à un moment donné, on va gérer autre chose que l'argent, on va gérer autre chose que l'aide directe, on va être obligé de gérer quelque chose. C'est comment est-ce qu'on va faire pour garder un lien avec un monde artistique qui finalement, on le voit du côté anglo-saxon de manière très virulente, est en train de mourir. Pour fabriquer un artiste, il faut entre 15 et 30 ans, hein, pour être très clair. C'est terrible parce que tous les artistes qu'on ne fait pas aujourd'hui, qui sont en errance aujourd'hui, sont des gens, on aura beau les aider financièrement, s'ils n'ont pas d'une structure de diffusion, une structure de création, ce sont des gens qui tout d'un coup vont perdre un métier, donc perdre tout simplement un savoir-faire. Nous allons être sûrement face à un grand trou à un moment donné qu'il va falloir combler par une force réactive beaucoup plus grande que d'habitude. D'accord. Effectivement, l'argent ne fait pas tout. En France, il y a un plan de relance qui prévoit d'investir 2 milliards d'euros pour la culture. L'exécutif évoque un allègement de certaines restrictions début mai, mais voilà, ça reste assez flou, on ne sait pas trop. Monsieur Jacobson, le manque de visibilité, c'est difficile parce que j'imagine on ne prépare pas un spectacle comme ça du jour au lendemain. Non, exactement. Il faut dire quand même que pendant cette période, ça fait un an maintenant, on est passé différentes périodes. Il ne faut pas oublier non plus qu'au début de l'automne, nous, on a, bon, après plusieurs mois de rien, et on a pu recommencer et en fait, on a pu faire des spectacles. Et en fait, ce qui était incroyable, il y a 3 jours, nous, on a joué à Barcelone, on a fait 3 spectacles avec toute la compagnie. Et à l'automne, on est allé aussi à Porto, au Portugal, et on a pu faire quelques tournées dans des autres pays européens. Et évidemment, la situation est différente là-bas, et il faut se poser la question pourquoi c'est possible là-bas et ce n'est pas possible ici. Évidemment, chaque pays a ses situations particulières et voilà, ça c'est des choses. Mais je peux même dire que nous, on a eu de la chance par rapport à ça, même si ce n'est pas tous les spectacles. On a dû aussi annuler plusieurs spectacles, évidemment. Mais ce qui a été important pour moi et mon équipe, c'était de continuer. Et nous, on a préparé plusieurs spectacles jusqu'au ce date-là, qui en fait est prêt pour on peut les répéter et on peut les jouer dès que les théâtres ouvriront. Mais ce n'est pas facile non plus parce qu'au bout d'un moment, on se pose, tous les artistes se posent aussi la question, combien de spectacles est-ce qu'on peut préparer avant qu'on arrive dans cette situation que, mais il faut le contact avec le public, ça fait partie du métier aussi. So, de mon côté, je suis quand même, j'ai pu continuer et j'espère, je prends jour par jour avec mes artistes, etc., que ça va continuer comme ça. Mais pour le moment, on attend évidemment pour le printemps que ça va ouvrir. Messieurs, je suis quand même obligé de me faire le porte-parole de certaines personnes qui estiment qu'il y a eu un manque de soutien de la part de la classe politique. Et là, je cite dans un mini-documentaire réalisé par la Fédération d'organisation de concerts qui s'appelle Court-Circuit, l'organisateur du festival belge Arc en Musique qui s'appelle Pierre Laurence et qui s'exprime et qui dit « Je pense que la pandémie est révélatrice de l'idée que les politiques ont de la culture ». Est-ce que la culture a été sacrifiée? Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, monsieur? Je peux me permettre, ce qui a été sacrifié, ce n'est pas la culture. C'est une certaine culture qui est beaucoup moins visible, qui n'est par exemple pas la culture subsidiée, subventionnée, comme on dit en France, pardon, pour parler français. C'est-à-dire, en 2 mots, le fait de maintenir une aide subventionnée pour une structure qui produit moins, qui trouve d'autres moyens de diffusion, etc., ça permet de se tenir. Quand on est un collectif d'artistes, quand on est une compagnie, quand on est totalement hors du radar du service public, sauf par l'intermédiaire éventuellement d'un certain nombre d'organismes fédérateurs. Et ce qui s'est passé pour tous ces artistes, c'est tout d'un coup une impression d'un grand vide devant soi, d'une non prise en compte, parce que la subvention n'est pas une prise en compte d'une activité. Et finalement, tout le secteur privé a fini, en tout cas en Belgique, par se lever d'un seul homme en faisant d'ailleurs une fausse conférence de presse très humoristique et très typique de ce qu'on est capable de faire en Belgique avec humour, c'est-à-dire pour montrer que finalement, il y avait tout un secteur de la culture qui, sans visibilité, avait disparu des radars, pas que du monde politique, mais tout simplement du monde tout court.
Et en fait, c'est cette absence de prise en considération, par exemple, du travail constant que font ces compagnies en dehors du spectacle même, c'est-à-dire du moment du travail, ce que disait par exemple M. Jacobson, tout ce travail pour préparer des œuvres, tout ce travail d'écriture pour des auteurs, tout ce travail de préparation avec des ressources extérieures ou des ressources annexes, costumiers, accessoiristes, enfin tous les métiers en fait de notre culture, où il y a des radars totalement tout d'un coup bouchés par le fait que il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de public, donc ces artistes disparaissent tout simplement dans le grand trou noir de cette culture non subventionnée. Et c'est une grande question, parce que c'est un vrai problème de fond. Le sacrifice de la culture qu'on a aujourd'hui n'est absolument pas justifié par sa dangerosité. On le sait tous, il y a eu des milliers d'études là-dessus depuis des mois. On sait aussi, on se pose une question de fond, pourquoi la culture reste fermée? C'est une vraie question à laquelle je n'ai aucune réponse de la part des politiques. Je ne parle pas de la part pourquoi sommes-nous formés si nous ne sommes pas dangereux, et en quoi, par exemple, le secteur marchand qui a été très aidé, ou qui en tout cas a été aidé diversement, je pense en Belgique au secteur de l'ORECA, qu'on appelle ici en termes anglo-saxons, hôtellerie, restauration, café, etc., et toute l'activité. Pourquoi est-ce qu'on a assimilé systématiquement la culture à tous ces secteurs du loisir culturel? C'est un des grands problèmes qui fait que tous ces artistes indépendants disparaissent des radars. Donc en fait, la considération qu'on a pour le fait culturel et pour son travail est quelque chose qui reste totalement absent du quotidien, en fait, de nos réactions, si je veux dire, politiques au sens grec du mot, voyez, dans la vie de la cité. Ouais, j'aimerais rebondir sur les études dont vous parlez. La dernière en date, elle date de la semaine dernière. Elle vient de l'Université de Berlin. Selon cette étude, il est moins risqué d'aller au cinéma qu'aller à l'école. Le musée est moins dangereux qu'un supermarché. En fait, le taux de contagiosité au virus dans les lieux de culture est très faible comparé à celui dans les écoles ou les commerces, pour plusieurs raisons. Je pense qu'il faut les évoquer rapidement. D'abord parce que le public est relativement silencieux, donc peu de transmission de gouttelettes. Il est facile d'exiger un test PCR négatif aux membres du public, contrairement dans un supermarché par exemple. Les mesures de distanciation sont faciles à appliquer, on s'assoit à la place attribuée au cinéma ou durant un spectacle, etc. Et vous l'avez dit, ce n'est pas du tout la première étude qui va dans ce sens. Il y a eu l'Université de médecine de Halle qui dit la même chose. En Espagne, où certains lieux culturels sont ouverts, je pense que M. Jacobson, vous en savez quelque chose, une étude menée en décembre a obtenu des conclusions similaires. Donc voilà, la preuve que vivre avec le virus tout en vivant avec la culture, c'est possible. J'aimerais qu'on parle, messieurs, du traitement médiatique. On l'avait un petit peu effleuré au début, puisque certaines sources reprochent à la presse traditionnelle d'avoir dramatisé la situation sanitaire, c'est une chose, mais de ne pas avoir soutenu le secteur culturel en début de crise, et puis aussi de ne pas percoler le débat de l'essentialité de la culture. Alors, j'aimerais qu'on parle du mouvement Still Standing for Culture. On va en reparler après. C'est un mouvement important en Belgique de travailleurs de la culture. Il y a eu un débat le 13 mars dernier, assez peu couvert par les médias, il faut l'avouer, avec un épidémiologiste, un psychologue, des artistes. Voilà, ce débat est disponible dans le fichier partagé si vous voulez le revoir. Et donc, durant ce long débat qui a duré 2 heures, on a reproché à la presse de ne pas donner assez d'ampleur à la question de l'essentialité de la culture. Pourquoi est-ce que la presse ne parle pas d'un modèle alternatif dans lequel la culture pourrait coexister? Que dire du rôle de la presse traditionnelle dans cette crise, Monsieur Théis? Bon, après, moi, je dois reconnaître que, enfin, en tout cas, par rapport au Théâtre de Liège, on a, en tout cas, sur les activités qu'on a mis en place en réponse à l'absence de public et pour garder, finalement, pour préserver le lien avec le spectateur et pour surtout donner une visibilité au secteur, on a été relativement bien suivi par la presse, ça c'est certain. Mais là, on parle plus de l'activité. Après, sur la problématique de la non-visibilité, de la problématique de la non-fréquentation et des non-risques si le théâtre était ouvert, je m'interroge un peu. Daniel, je ne sais pas. Mais la culture, c'est comme l'hôpital, en fait. On découvre qu'on est en pénurie de lits, en pénurie de personnel, en pénurie de tout ça. Et c'est exactement pareil, la couverture de la culture en général, par tous les organes de presse ou de médias télévisuels ou médias, est extrêmement limitée par rapport à ce qui existe dans la réalité. Et c'est là où on se rend compte, c'est exactement comme pour l'hôpital. En moment de crise, on se rend compte que la pénurie existe. Des manquements. Et que c'est ce manquement-là qui crée en fait ce manque aujourd'hui. Et ce n'est pas le fait que tout d'un coup on se désintéresse de la culture dans la crise. Je ne pense pas que les médias l'ont fait plus que pour autre chose. Mais ils ont déjà un énorme déficit dans ce domaine. Monsieur Jacobson, vous faites le même constat en France? On ne parle pas assez de la culture et de son caractère essentiel, ou du moins en début de crise?
Je pense déjà qu'on ne parle pas assez de la culture dans les journaux. C'est déjà quelque chose qui est de plus en plus vu comme un luxe ou quelque chose qui est pas essentiel complètement. Et on a déjà des crises avec des journalistes qui n'a pas de place dans les journaux, etc. Ça existait déjà avant la crise. Et maintenant, bon, je pense qu'au fur et à mesure, les gens voient que, oups, où est la culture tout à coup? Où sont toutes les choses? Et, euh, et bien sûr, nous, on a eu j'ai fait des interviews, etc. Et on a parlé de la crise. Et il y a des choses qui existent, mais il faut regarder un peu plus grande. Qu'est-ce qu'il y avait avant même? Et où étaient euh, comment on dit, comme j'ai dit, déjà avant la crise, il y avait une perte de discussion de la culture dans les journaux. Et ça, c'est juste, c'est partout comme ça. Et voilà, ça, on voit ça clairement aujourd'hui aussi, un peu peut-être de plus. Après, je pense que le manquement que l'on vit aujourd'hui va sans doute contribuer à développer une envie peut-être plus importante que celle qui existait avant. En tout cas, sur la consommation pure et dure, on sent que les gens ont le besoin de reconsommer. Il y a des études qui ont été faites dans ce sens et je pense que le secteur culturel pourrait peut-être bénéficier voilà, de ça. Donc que le manquement susciterait une envie peut-être plus débordante dans les mois qui viennent. J'ai l'impression qu'on en parle un peu plus depuis qu'il y a des manifestations, qu'en fait les artistes prennent la rue, bougent, font parler d'eux. Et alors là, j'aimerais qu'on parle du mouvement Still Standing for Culture, on en a un peu parlé avant. Donc c'est une unification de travailleurs de la culture, lieux culturels et fédérations artistiques qui ont multiplié les actions à travers la Belgique pour donc dénoncer la mise en cale sèche de la culture depuis un an. C'est quand même un assez gros mouvement. Parmi leurs actions récentes, donc, il y a eu ce long débat sur les réseaux qui a eu lieu le 13 mars dernier pour l'anniversaire du confinement en Belgique. Il y a eu d'autres actions aussi. Ce sont des artistes dans la rue, des concerts de plantes, des chorales sans choristes. Nous avons quoi d'autre? Une dizaine de salles de cinéma, dont la salle Sauvenière à Liège, que vous connaissez peut-être, qui ont rouvert partiellement en guise de manifestation. C'était à 13h13 le 13 mars, parce que le chiffre 13 est porteur de chance et d'espoir. Monsieur Théis, je crois que le théâtre de Liège a participé au mouvement aussi. Oui, bien entendu, on va dire, accueillis en tout cas sur le devant du théâtre, puisque les portes restaient fermées. C'est un mouvement qui est mobilisateur, qui franchit toutes les frontières, puisqu'il se passe à la fois en Wallonie, mais également chez nos collègues flamands. Après, en termes de mobilisation, elle est certes importante et elle a lieu quasi tous les week-ends. Après, je pense que la France a plus de leçons à donner là-dessus, puisque chez vous, les théâtres sont occupés dans toutes les grandes villes. Chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a un théâtre qui aujourd'hui est occupé, c'est le Théâtre National à Bruxelles. Le combat est compliqué parce que ça regroupe à la fois les acteurs du secteur, mais aussi toute une série de revendications et de combats riches et variés qui, encore une fois, donne finalement un peu d'invisibilité aux revendications culturelles. Oui, on va parler de la France aussi, mais pour rester sur Standing for Culture, en juin dernier, c'était la 2e édition, des artistes étaient figés pendant 15 minutes dans la rue comme des statues pour symboliser l'inaction politique. Monsieur Weissman, c'est une manière d'alerter le public directement, les médias aussi, mais aussi peut-être c'est une façon de performer, de travailler, en fait, d'exister artistiquement, parce que sinon, il n'y a rien. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de moyens d'exister artistiquement. Pierre l'a dit tout à l'heure. Il y a une énorme, on parlera tout à l'heure, je pense, du numérique. Ça a été une exponentielle absolument incroyable. Et c'est grâce à cette technologie, entre autres, qu'on a réussi tous à garder des contacts très directs avec nos publics. Mais ce qu'il faut dire de Still Standing, c'est qu'il y a un effet en Belgique qui est un petit peu pervers, c'est qu'il y a énormément de millefeuilles du pouvoir qui fait que même un ministre qui parle à l'autre n'est pas forcément entendu. Nous avons par exemple en Fédération Wallonie-Bruxelles une ministre de la Culture qui a été très active récemment pour tenter de faire des nouveaux protocoles de déconfinement de la culture. Très clairement, elle n'a pas été écoutée par le gouvernement fédéral.
qui lui avait un souci si j'ose dire, qui a un souci extrêmement sanitaire de la société, parce qu'il représente toute la société belge, toute confondue. Et en fait, il y a des grandes antinomies qui se font jour et dont nous sommes un peu, si je peux employer un mot un peu fort, un peu les otages. Et de fait, ça, c'est un petit peu, vous savez, le problème des deux pôles positifs, ça finit par s'annuler. C'est-à-dire que plus on élève la voix en Belgique, plus on a de niveaux de pouvoir qui le font, avec nous ou contre nous, et plus on annule en fait l'effet, qui est un effet très jacobin et très français. Et je peux me permettre de dire ça parce que malheureusement, si je veux dire en Belgique, je ne suis qu'un Français en Belgique, mais je vis en Belgique la contradiction qu'il y a entre tous ces niveaux de pouvoir et l'efficacité d'un pouvoir. Je décide que je suis ministre de la Culture fédérale et que je vais rouvrir la culture, je me bats avec mes collègues du fédéral. Et ben là, non. En fait, la région, la communauté se bat, les communautés se battent entre elles, enfin, c'est assez spectaculaire. Donc en fait, sans aller dans la caricature qui n'est pas le cas, on essaie tous de se fédérer pour se faire entendre par le niveau fédéral, qui pour le moment est très préoccupé par la situation sanitaire et assez peu par la nôtre, il faut le dire. Et quand il y a eu un changement de ministère d'ailleurs au cours de la pandémie Covid, puisque les ministres ont changé, le gouvernement a changé. Il y avait un gouvernement d'affaires courantes, comme on dit, vous savez que la Belgique, lui, c'est un gouvernement fédéral parfois pendant des mois, et il y a eu un nouveau gouvernement, et ce gouvernement, très clairement, avant, on avait une première ministre qui très clairement nous a dit un jour, oh, écoutez, vous êtes bien gentil, la culture, mais vous exprimez, on sait que vous aimez ça, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on s'occupera de vous quand ce sera utile. Elle a fait une grosse bêtise parce que là, on s'est tous levés d'une manière très, très symbolique pour lui dire, mais non, c'est pas ça, chère madame, la culture, c'est plus important que ça. Et finalement, on a toujours ce déficit, encore, dont on parlait de M. Jacobson, Pierre Thies aussi, c'est-à-dire on a un problème de déficit de reconnaissance politique de la culture dans une société qui visiblement en a besoin, qui visiblement s'arrange pour qu'il y ait de la culture, mais qui a vraiment un problème de reconnaissance hors de tout contexte économique. Et je sais que nos adjoints ou nos échevins de la culture se battent au jour le jour avec nous pour le faire reconnaître. Ils sont les premiers au front parce qu'ils sont eux-mêmes les premiers pourvoyeurs, hein, de l'importance qu'ils donnent à la culture dans les villes, dans les provinces, dans les régions. Mais enfin, il y a un vrai problème de fond. C'est à quel moment on va reconnaître que la culture, avec tous les chiffres que vous avez donnés au début, est un fait en soi qui devient incontournable dans toute culture, dans tout pays et dans toute civilisation. Et de fait, ce gros déficit est quelque chose qui est une des leçons de la crise. On va parler très rapidement des manifestations en France, hein. La dernière mobilisation en date s'appelle Feu vert pour la culture. Ça a eu lieu dans toute la France le 20 et 21 mars dernier. À Nancy, c'est sous le grand marronnier de la manufacture que se sont réunis les acteurs de la culture nancéenne. Et il y avait à cette occasion, alors vous, Monsieur Jacobson, si j'ai bien compris, vous étiez à Barcelone pour votre spectacle, c'est ça? Vous n'avez pas pu y assister? Non, exactement. Mais il y avait la directrice du Centre dramatique national, Julia Vidit, qui expliquait à France 3 Régions, je cite, « On est prêt à vivre ce printemps culturel et artistique, on est prêt parce qu'on est responsable, on sait que la crise est grave, mais tout le monde a besoin de sociabilité, tout le monde a besoin de culture. » Et alors là, c'est une transition naturelle vers cette question. La culture, un bien plus essentiel qu'on ne le pense ou qu'on ne le voudrait le penser, nécessaire au bien-être d'une société. Pourquoi la culture, c'est important, surtout en ce moment quand on est enfermé? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça, messieurs? Pas de démocratie sans culture. Non, c'est évident. C'est évident. Après, de là à dire que tout le monde pense comme ça, c'est compliqué. Oui, c'est un bien essentiel, en tout cas à nos yeux. Je pense qu'on a encore, mais ça aussi, je pense que cette crise nous a fait aussi revoir nos pratiques en matière de développement des publics, de médiation. Je pense qu'on n'est pas encore assez proactif là-dessus. Il reste énormément de publics éloignés de nos maisons et qu'on perd davantage avec cette crise sanitaire parce qu'on n'a pas pu aller les chercher cette fois-ci. Donc oui, essentiel, mais pour qui? En fait, l'essentiel serait en fait d'arriver à passer de ce phénomène qui est un phénomène de consumérisme, de loisir culturel. On consomme de la culture aujourd'hui comme on consomme d'autres choses, au fait que nous soyons plus présents auprès de chaque, si je veux dire, citoyen par la culture. Et ça, je pense que la crise va nous apprendre à trouver des nouveaux moyens. Nous les cherchons, nous les expérimentons. Nous avions déjà, comme dit Pierre Thies, ce souci d'aller chercher le public, mais je pense que là, ça va être un souci majeur
de mettre dans le quotidien des gens la culture. Parce que, évidemment, c'est le nôtre, donc c'est très égotiste, mais ça n'est pas forcément celui de tous les citoyens. L'accès à la culture, en dehors de toutes les politiques de prix, des politiques d'accès, hein, qui sont des politiques économiques, évidemment, et des politiques publiques, puisque ce sont nos échevins, nos maires, nos fédérations, etc., qui financent la culture. Mais ce n'est pas suffisant. En effet, ce qui est obligatoire maintenant, c'est de donner à chaque citoyen dans sa poche le même capital culture qu'il a un capital supermarché, si je peux me permettre. Hein. Là, c'est la même chose. C'est vraiment notre rôle à venir. Je pense qu'on n'a rien raté de ce côté-là. On sait que ça a une grande importance. L'action culturelle a été démontrée comme ayant de l'importance. Mais cette action auprès des citoyens, il faut qu'on la réinvente. On nous dit réinventer la culture. Non, la culture, on sait que les gens viennent dans nos salles, qu'ils aiment le faire, qu'ils le font avec beaucoup d'enthousiasme. Mais comment on va, nous, être dans l'espace public pour l'avenir? Je pense que ça va être un des grands défis de très prochain, vraiment très à venir. Oui, d'ailleurs, on va en parler. Juste peut-être un argument pour prouver l'essentialité de la culture pour la société, un argument presque prosaïque, économique, encore une fois. C'est le cabinet d'audit financier de conseil EI qui le dit. L'économie culturelle est un puissant levier d'exportation et de rayonnement pour l'Union européenne. C'est quand même 4,4% du PIB de l'Union européenne. C'est plus que les télécommunications, l'industrie automobile ou pharmaceutique. Voilà, ça peut-être c'est un argument pour plaider le caractère essentiel de la culture, son poids dans l'économie. On va parler, messieurs, des initiatives numériques pour faire vivre la culture en dépit des restrictions. On va parler du live stream hein, qui est fait à la fois par le Théâtre de Liège et à la fois par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. D'abord, avec vous, Monsieur Théis, l'appli streaming du Théâtre de Liège. D'abord, un mot sur le Théâtre de Liège, c'est une référence dans le paysage culturel wallon. C'est la première salle de Wallonie. Vous avez une équipe conséquente de techniciens et d'artisans. Vous êtes à peu près combien de techniciens et d'artisans, Monsieur Théis? On est en gros 60 équivalents temps plein sur l'institution, donc à la fois des équipes techniques et les équipes administratives. Il n'y a pas d'ensemble, ni de danseurs, ni de musiciens, ni de comédiens permanents, bien entendu. Ça représente grosso modo 60 000 spectateurs sur l'année, avec une quarantaine, voire soixantaine de titres quand on est en festival de danse, et plus ou moins 280 levées de rideau, on va dire. D'accord. Donc, pour pouvoir continuer à jouer vos spectacles, vous avez mis en place une application qui est en fait un canal de diffusion de contenu. En fait, on assiste au spectacle filmé en direct avec pas de replay possible. C'est ça? Vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est pas si simple. Les replays ne sont pas toujours possibles, mais on essaye de travailler. Et ça surtout été à la demande des artistes avec lesquels on a développé ce dispositif, c'était de pouvoir jouer en direct, donc dans la salle à l'heure prévue, même si c'est face à une caméra et un public avec un écran, on va dire, interposé. Oui, donc nous, on est plutôt partisans, et je pense que mon collègue de l'orchestre dirait la même chose, de préserver ce lien via ces nouveaux dispositifs innovants, bien faits évidemment. Nous, il était question vraiment, en tout cas pour certains projets, d'un théâtre réellement immersif, bien pensé pour l'occasion. Et on se rend compte que même s'il y a un vrai problème de distanciation, puisqu'il y a toujours cet écran interposé entre l'artiste et son public, on a quand même réussi, via certains dispositifs, à vraiment créer une espèce de sensation physico-sensorielle, alors qui n'est pas complètement la même que celle qui existe en présentiel, mais qui n'en est pas loin, notamment avec une artiste française qui était programmée chez nous, qui s'appelle Marion Sieffer, sur ce projet d'Instagram Live qui s'appelle Jeanne d'Arc, qui est tout à fait prodigieux, un objet entre théâtre et danse. Et on s'est rendu compte, via ces dispositifs à la fois de streaming ou de théâtre immersif, que là, on venait à toucher un public qu'on n'avait pas dans nos salles habituellement. Et ça, c'est quand même assez fascinant et plutôt réjouissant. Donc, on a touché des segments de public auxquels on n'avait pas accès auparavant. Oui, alors je crois que vous avez lancé l'application début février, donc on peut dire que c'est quand même un succès, ça marche plutôt bien. Alors, l'application, pour l'instant, elle est toujours en process, comme tous ces outils qui sont… Le live streaming. Voilà, mais non, le live streaming, là, il fonctionne. Donc là, on a décidé d'avoir, depuis le mois de novembre, des rendez-vous récurrents qui sont mensuels sur des grosses activités. On a eu un festival plutôt dédié aux nouvelles technologies. Donc là, le concept du festival se prêtait parfaitement à l'occasion. Puis on a eu un festival de littérature qu'on a labellisé Voyage Immobile,
où on a notamment travaillé en direct avec des auteurs sud-coréens et permis donc aux spectateurs ou aux téléspectateurs donc de pouvoir avoir un lien direct avec la Corée du Sud par écran interposé encore une fois. Et puis on a un festival qui est dédié à la jeune création fin du mois d'avril, où là les 5 spectacles qui sont programmés, qui sont donc des créations de jeunes artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles plutôt en discipline théâtre, qui seront streamés en direct pendant la durée du festival aux dates initialement prévues. Je cite un patron de salle de spectacle encore issu du documentaire dont j'avais parlé, et c'est M. Patrice Saint-Rémy de l'Atelier Rock. Il dit « Les live streams de concerts, ce n'est pas rentable. Le live stream comme ça, gratuit, ça donne une impression que la culture est gratuite. Et à partir du moment où on va pouvoir revenir dans les clubs et dans les salles, les gens vont se dire « Ok, j'ai pu voir plein de concerts gratuits pendant les confinements et maintenant, on me demande de payer. » Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez ? Oui, alors là, nous pour l'instant, la majorité des live streams étaient gratuits. Là, pour des raisons de budget et de tax shelter, on est obligé sur le festival Émulation de les rendre payants. On va voir ce que ça va donner. Après, c'est vraiment pour des sommes modiques, quoi. Oui, c'est un risque. C'est un risque. Une dernière chose, donc c'est du live. Est-ce que le public n'est pas trop habitué avec les plateformes de streaming classiques, YouTube, Netflix, etc., à avoir du contenu quand il le souhaite, à revenir en arrière, à faire pause, à regarder une deuxième fois, ou alors le public est fidèle et la magie du direct, en fait, valorise le procédé? Alors, la magie du direct, on va dire, valorise le procédé. Après, il est bien connu que les gens ont plutôt tendance à zapper. Donc, est-ce qu'ils regardent l'intégralité de la représentation théâtrale? À mon avis, c'est plus simple en musique qu'en théâtre. C'est plus simple en musique et en danse qu'en théâtre. Après, nous, sur les chiffres qu'on a obtenus, c'est assez sidérant, hein. C'est plusieurs milliers de spectateurs sur une salle qui, a priori, n'en contient que 150, quoi. Après, sur la durée et la concentration du spectateur face à la proposition, c'est un peu aléatoire, certainement. Mais bon, voilà, le numérique est aujourd'hui un espace à expérimenter, à questionner en complément, bien entendu, de nos pratiques habituelles, hein. Bien sûr. Une dernière petite question, c'est un projet que vous aviez déjà avant les restrictions, le confinement, le Covid, ou c'est par la force des choses? Alors, pas directement le live streaming, mais on est plutôt très connecté sur les dispositifs innovants dans le secteur des arts de la scène, puisqu'on a un projet un projet européen qui s'appelle Impact, plutôt dédié dans ce rapport nouvelles technologies, arts de la scène, mais aussi connecté au monde de la science, du laboratoire de recherche, etc. Donc plutôt un travail intersectoriel qui, bien sûr, engage une attention particulière sur ces dispositifs innovants. D'accord, je vous remercie. On va parler de l'outil numérique de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège avec vous, Monsieur Huisman. Donc, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle OPR Live avec un point d'exclamation. Monsieur Huisman, je crois qu'elle existe déjà depuis 2016, cette chaîne. Oui, ça c'est une des choses que moi, je suis arrivé en 2015 et c'est une des choses qui m'a paru être un avenir. Alors, je n'avais pas du tout pensé à une pandémie, rassurez-vous, je ne suis pas prophète. Mais par contre, j'avais pensé que le numérique était un autre moyen de montrer la musique. Il y a aujourd'hui des réalisateurs qui sont des spécialistes du fait de filmer la musique. J'ai d'ailleurs une anecdote très intéressante là-dessus. Quand j'ai créé cette chaîne, j'avais des spectateurs évidemment qui cherchaient dans cette chaîne, qui ont commencé à la visiter. On a aujourd'hui plus de 250 000 abonnés de cette chaîne, mais c'est énorme, qui ne sont évidemment pas tous des Liégeois, vous en doutez. C'est aussi une salle qui génère, un peu comme du côté du théâtre, plus de 125 concerts par an, avec plus de 320 jours d'occupation de la salle. Hein. Ce n'est pas tous des levées de rideau comme on fait au théâtre, mais des jours d'occupation, de répétition, de concerts, plus de 80 000 spectateurs par an. Et pourtant, cette chaîne numérique a créé un nouveau public, plus jeune, plus habitué à des contenus plus rapides aussi, plus zappants au vrai sens du mot, avec du documentaire, des after-movies, comme on dit, c'est-à-dire des tout petits films, qui permettent d'avoir un contact en fait particulier avec des générations par le réseau social aussi, reproduit par le réseau social, repartagé par le réseau social. Et j'ai une anecdote très drôle, j'ai un spectateur très assidu, c'est Jean-Pierre Dardenne, un des deux frères Dardenne. Et Jean-Pierre était quelqu'un qui est un Liégeois très fidèle dans nos salles, il vient au théâtre, il vient au concert, et il m'a dit que par exemple le streaming, lui, il a découvert ça, en fait c'est du cinéma pour lui. Et le fait de découvrir la musique filmée par des réalisateurs, ça a un sens pour lui différent du concert où il vient. Donc en fait, je pense que pour toute personne pour lesquelles nous utilisons dans cette chaîne, si je veux dire, les nouveaux médias
et des nouvelles manières de faire découvrir notre musique, avec toujours le même enthousiasme sur la qualité de cette musique. Mais ces nouvelles manières nous ont permis d'aller toucher des publics beaucoup plus différents et puis de créer à un moment donné une forme de scénographie de la musique qui donne envie aux gens. On a la chance d'avoir une salle absolument somptueuse, d'or, de velours, enfin qui est une des plus belles salles acoustiquement en Europe. Et les gens viennent en fait grâce à ça. On a plus de 42% des nouveaux publics de l'orchestre qui sont venus grâce à cette chaîne. C'est assez spectaculaire. Aujourd'hui, le live stream, nous, on l'a commencé en janvier, mais on l'a commencé tout de suite payant pour des raisons strictement économiques et pour pouvoir marier le fait de remplacer une chaîne, en fait, avec la chaîne, un abonné, si je veux dire, qui ne peut plus venir dans la salle, un client fidèle qui transfère sa place de concert en place de streaming. Et puis aussi, avec cette réussite étonnante de personnes derrière un écran qui se multiplient au fur et à mesure des concerts. Et on ne sait pas comment ils se multiplient. Ce n'est pas les petits pains. Ils se multiplient par le fait que tout d'un coup, je pense qu'il y a une curiosité, un partage de l'information et peut-être quelques minutes avec nous, mais qui suffisent tout d'un coup à créer une espèce de nouvelle communauté, vous voyez, du streaming, qui n'a, à mon avis, pas grand-chose à voir uniquement avec nos spectateurs. Mais l'avenir, c'est plutôt pour nous de créer un catalogue, comme on a déjà on a plus de 380 contenus différents sur notre chaîne depuis 2016. C'est une chaîne très active, très repérée au niveau européen et international, et qui a des partenaires de très haut vol pour la musique, type Mezzo, Medici TV, RTBF bien sûr aussi. Donc tous ces contenus sont produits par l'orchestre, un club partenaire qui finance ces produits, et tout un cycle, si je veux dire, vertueux, avec des publics nouveaux. Et en fait, ce que nous cherchons, c'est comment utiliser le numérique dans un monde où on est connecté en permanence et où on peut arriver tout d'un coup, vous voyez, à une espèce d'échange avec une communauté nouvelle qui est la communauté numérique, et qui va peut-être à un moment donné nous obliger à inventer de nouvelles manières. Donc en fait, c'est une écoute aussi réciproque qui est très importante pour l'avenir. Je rappelle que donc, la chaîne OPR Live, le live stream, donc pas encore l'application, mais toute la programmation du Théâtre de Liège, et puis aussi la programmation, les actualités du ballet de Lorraine sont à retrouver sur le petit fichier Google Doc si vous voulez aller y jeter un œil. Monsieur Jacobson, est-ce qu'il y a un projet similaire au ballet de Lorraine ou bien, et que pensez-vous d'une manière plus générale du live stream pour la danse en particulier? Je suis pas du tout contre le live stream, mais avec la danse, c'est assez compliqué. Je pense que la danse, la danse est faite pour que quand tu es un public, tu es dans le théâtre, tu as le choix de regarder où tu as envie de regarder. Et c'est compliqué quand on filme la danse parce que soit on fait un plan fixe et voilà. Mais la danse, c'est pas fait spécifiquement pour être filmé comme ça. Et si tu fais, j'ai toujours trouvé depuis longtemps que filmer la danse, c'est compliqué. C'est pas impossible. Je pense qu'il y a plusieurs projets qui sont faits, mais là, il y avait aussi une idée derrière de faire quelque chose explicitement pour ce spectacle-là, pour la danse. Mais juste filmer un spectacle comme ça prend du temps pour réaliser et ça coûte beaucoup aussi parce qu'il faut plusieurs caméras, il faut des gens qui connaissent comment on va filmer ça et ça et ça et c'est pas complètement évident pour moi. Et je pense que il faut pas, avec le streaming, oui, je pense que c'est un complémentaire de tout, mais je pense aussi que l'envie, c'est un peu comme aller dans un musée sur un écran. C'est pas la même chose d'aller dans un musée et voir les œuvres dans ton temps. Combien de temps tu as envie de rester devant une sculpture, par exemple, ou n'importe quoi. Et c'est toi qui gères ton temps. Et c'est un peu comme ça aussi quand tu es dans le théâtre. C'est toi qui gères le regard. C'est toi qui fait que le spectacle est vivant, en fait, parce que le public fait partie. Tu es dans un dialogue. Les artistes sont dans un dialogue avec son public. Et les artistes ne savent pas non plus où le public va regarder dans ce temps-là. Et ça a créé cette magie, en fait, dans les spectacles. Pour nous, on a fait, spécialement au début de la crise, on a mis
certains spectacles qu'on a déjà filmés, on a mis sur les réseaux pour que le public pouvait les regarder. Quand on était à Porto, le spectacle a été filmé aussi pour toucher un peu plus grand public. Et ça, c'était aussi très réussite. Mais là, il y avait les deux, évidemment. Il y avait le spectacle live et il y avait le streaming en même temps. Il y avait deux choses. Je le vois plutôt comme un complémentaire et je trouve que c'est très bien. Mais je pense qu'il faut absolument lutter pour le retour du contact live. C'est hyper important. Bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on se projette un peu, messieurs, et après, si voilà, le Covid va bien se terminer un jour, ce que le Covid va changer dans la manière de faire, le public, les acteurs de la culture. J'ai entendu, et d'ailleurs je cite le rapport encore de EY, qui dit la crise Covid aura un impact massif et durable sur l'ensemble des chaînes de valeur des industries culturelles et créatives. Ce ne sera pas que en 2021, malheureusement. Je dis également, en l'absence d'une réelle reprise des activités de production, de distribution et de promotion physique en 2021, la capacité des industries culturelles et créatives à maintenir les investissements dans nos nouveaux projets d'innovation sera menacée. Est-ce que c'est à craindre, messieurs, une frilosité dans l'innovation, dans les nouveaux investissements pour les années à venir après le Covid ? En fait, ce qui est très inquiétant, c'est d'abord l'impact. C'est comme après un tsunami. C'est la vague qui nous attend et dont on ne connaît pas l'importance. Là, je pense que toutes les écoutes que nous avons eues pendant la période Covid, avec toutes les forces, des forces politiques, des forces même philosophiques, tous ceux qui ont réfléchi pendant cette période, il va falloir qu'on reste très unis après parce que l'impact risque d'être assez spectaculaire. On n'a pas encore découvert tout cet impact, on se doute un peu. Ce qui va être, je pense, très important par ailleurs, c'est le fait ça va être l'embouteillage dans les salles de beaucoup de productions. Comme disait Peter Jacobson, par exemple, on travaille pour plusieurs productions, on est prêt à les montrer, mais lesquelles vont être diffusées, lesquelles vont pouvoir être montrées. Et tout ça, c'est plus d'ailleurs un problème pour le théâtre et la danse que pour la musique, qui, j'ose dire, a une volatilité plus grande et un renouvellement plus facile. Mais je plains beaucoup les industries théâtrales. Tous les travaux de création vont être extrêmement impactés. Je pense qu'il faudra quelques années pour arriver à apurer tout ce qui s'embouteille à venir, tout ce qui pas dans une bouteille, mais c'est presque l'image en fait. Ça va être très embouteillé. Et par ailleurs, il y a une autre chose, c'est que le fameux après que tout le monde appelle de ses voeux, un peu comme quand on pense à l'écologie, comme quand on pense à la vie sociale, qu'on peut réinventer après une telle crise. Ça va malheureusement, moi je n'ai pas un grand optimisme là-dessus parce que je sais que nos pratiques, dès qu'on a rouvert en septembre-octobre, nos pratiques culturelles ont repris, mais du jour au lendemain. Moi j'étais extrêmement spectaculairement surpris. Immédiatement, les gens sont revenus dans les salles, ont repris leurs habitudes. Je ne suis pas sûr qu'ils veulent changer d'habitude. Je pense qu'ils vont peut-être avoir un surcroît d'envie, certes, mais un surcroît de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont changer? Ils vont plus vouloir revenir, ils vont plus vouloir payer? Pas du tout. La culture a toujours été un choix personnel. Comme dit aussi Peter Jacobson, quand vous êtes dans une salle, vous avez une relation personnelle avec l'artiste que vous n'avez nulle part ailleurs. Et je pense que tout ça est un besoin simplement de chaque personne. Notre vrai souci à nous, ça va être plutôt de reprendre la culture à sa base comme une importance de la vie sociale et de lui donner cette vraie importance. Parce que c'est vraiment, j'insiste là-dessus, un énorme déficit qu'on a découvert pendant cette crise et qu'on a bien compris comme étant quelque chose de l'ordre d'une pédagogie profonde qu'il va falloir reprendre toujours et toujours et d'une manière beaucoup plus forte auprès de chaque citoyen pour que la culture vive, insiste, qu'elle ait des partenaires, des investisseurs, comme vous dites. Mais je ne suis pas très inquiet pour la continuité de la culture, je suis inquiet pour son avenir en tant que chose essentielle, voilà, au vrai sens du mot. Voilà. Et c'est là où je pense que notre travail va être primordial. Mais je suis intimement persuadé aussi que nous sommes dans une telle soif de reprendre une vie, tout simplement, que la culture en fera partie au même titre que d'autres choses. On est allé consommer pendant des mois, mais on n'est pas allé dans les salles. Bah, faisons les deux. Après, nous, au Théâtre de Liège, à l'initiative de Serge Rangoni, qui est le directeur général, on s'interroge, on a pris le temps plutôt de s'interroger sur nos pratiques, sur nos manières de travailler au sein même de l'institution. Donc, envie de préparer finalement cette réouverture et ce nouveau rapport au public. Alors, quand je parle de pratique, c'est aussi comment est-ce qu'on va produire à l'avenir.
peut-être produire moins pour produire mieux. Toutes ces questions finalement primordiales, où c'est la course à la production effrénée qui pose aujourd'hui problème. On s'est aussi beaucoup positionné, lui et moi, sur le management, le fonctionnement de nos équipes. Et tout d'un coup, on a pris le temps de réinsérer des programmes de formation pour les collaborateurs, pour les collaboratrices, chose qu'on ne faisait pas spécialement avant, ou en tout cas pas de manière prégnante. Et donc tout ça se structure davantage parce qu'en fait, le temps nous permet de le faire et donc de préparer finalement ce futur qui émerge et qui est un peu incertain. Et je pense que ça portera ses fruits. Ça, j'en suis convaincu. On a par exemple, et là, Rangoni est assez fier du coup, on a engagé, et on l'a engagé en pleine crise sanitaire, une éco-conseillère. Donc pour justement travailler sur nos manières de produire dans un souci d'éco-durabilité. C'est maintenant qu'on l'a fait. Alors on le pense depuis des mois, depuis des années même, mais jamais on a passé le pas. Et donc on travaille là-dessus, bien sûr, sur l'éco-durabilité, avec la problématique de l'impact carbone, évidemment, dans nos métiers. C'est certain, à part que la problématique, elle est plus globale. L'éco-durabilité, c'est aussi une vraie réflexion sur le social, sur le vivre ensemble, sur le bien-être au travail, etc., etc., etc. Et c'est cette crise sanitaire qui, aujourd'hui, par finalement le ralentissement d'une activité effrénée, puisqu'on ne joue plus et on n'ouvre plus au public, même si les artistes continuent à travailler en répétition chez nous, on a pris le temps de se poser et de se questionner sur ce futur qui émerge. Alors que nous approchons la fin de cette conférence, il y a plusieurs sujets qui semblent particulièrement interroger nos spectateurs. Premièrement, la question de la numérisation. Et donc, est-ce que cette pandémie a provoqué une évolution positive dans la numérisation qui devait arriver de toute manière? Et plus largement autour de la numérisation, beaucoup ont pris conscience que rien ne remplace le contact humain, mais que la numérisation ne peut pas constituer une fin en soi, mais qu'en même temps, les institutions culturelles devaient renforcer leur offre numérique à l'avenir, afin d'élargir les publics, afin d'accélérer aussi ce basculement vers un autre modèle culturel. Est-ce que vous pensez qu'il faut plus investir à l'avenir dans la numérisation afin d'accéder de nouveaux publics également? En tout cas, si on l'a fait, il faut bien la faire. Et là, au moins, la crise, c'est ce qu'elle nous a aussi apporté. C'est quand on regarde aujourd'hui la qualité, que ce soit les captations ou les streaming live en concert ou en spectacle théâtre ou danse, la qualité est aujourd'hui assez incroyable. Ça, il faut bien le reconnaître. Oui, mais ce qu'il faut reconnaître surtout, c'est que la numérisation a permis, entre autres, d'avoir un but très écologique aussi au quotidien. Toutes les réunions, toute la manière dont nous travaillons, nous nous déplaçons a été remise en cause par des outils de haute performance, celui qu'on utilise ce soir par exemple, parmi d'autres, et qui vont nous permettre de travailler autrement, avec moins d'énergie peut-être dépensée dans une espèce d'agitation permanente, comme disait Pierre, mais aussi avec un souci plus écologique de réduire nos pratiques polluantes, si je veux dire générales, pour se consacrer aux pratiques de création, aux pratiques de l'art, ce qui est quand même notre but, parce qu'on est quand même très pollué par tous ces gestes d'agitation, d'administration, etc. Je pense qu'on a beaucoup, grâce au numérique, trouvé des outils nouveaux qui sont des outils participatifs, aussi des outils qu'on partage avec nos collaborateurs, avec le public, et qui permettent en fait d'être beaucoup plus efficaces dans certains domaines sans avoir à faire à déployer beaucoup d'énergie, et entre autres d'énergie fossile, par exemple. Donc ça, c'est un bien en soi, c'est un fait que ce développement est très profitable. On voyage moins. Alors ça, c'est aussi, oui, l'impact carbone, ça lui fait du bien, mais après ça, c'est un autre problème, je pense, qui est essentiel. Quid de la diversité culturelle sur nos plateaux? Je veux dire, le Ballet de Lorraine, en effet, je l'ai vu, a eu la chance d'aller jouer au Mercat de les Flors à Barcelone. C'est essentiel, ça. C'est essentiel de faire venir d'autres approches et d'autres pratiques de création en théâtre comme en danse issus d'autres territoires.
chez nous. Alors, sans vouloir utiliser les grands mots, soyons prudents par rapport notamment à la problématique du nationalisme culturel. Alors, la France, la Belgique, je pense qu'on est, enfin, à voir dans les années à venir, voire dans les mois à venir, on est plutôt privilégié. Regardez en Hongrie, tout ça est excessivement préoccupant et je pense qu'aujourd'hui, l'opérateur culturel et le directeur d'institution doit être très vigilant là-dessus. Et justement, cette perspective européenne est quelque chose qui semble être soulevé de nombreuses fois. Cette question entre les différences entre le modèle belge et le modèle français en ce qui concerne les politiques culturelles. Est-ce que les acteurs du monde culturel sont suffisamment associés à l'élaboration des politiques publiques autour de la culture? Et également, est-ce que pour vous, la culture devrait être plutôt une affaire d'État ou une pluralité d'initiatives émergeant de la société civile? Daniel, Les deux. toi qui es français, qui travaille en Belgique. Voilà, ça c'est typique. Je m'y attendais un peu. Non, mais très clairement, en fait, la diversité culturelle dont on parle, en fait, l'initiative privée, l'initiative même subversive par rapport à la culture dite officielle a toujours existé. Elle n'est pas en danger en soi. Ce qui est dangereux, c'est de tenter d'uniformiser la pratique culturelle ou le financement culturel, etc. La Belgique est un pays très étonnant pour ça, parce que du coup, son millefeuille institutionnel fait qu'il y a énormément de pratiques culturelles, de styles de création culturelle, de styles de financement culturel. La Belgique a rouvert son tax shelter, c'est-à-dire en fait un débours fiscal pour les entreprises du cinéma vers le spectacle vivant. Ça a créé un appel d'air absolument incroyable sur tout un type de création. Je trouve que c'est un pays qui est beaucoup plus réactif et imaginatif que la France. Moi, je suis venu en Belgique à cause de ça, pour le côté strictement, si j'ose dire, un petit peu très lourd en France. Et entre autres, je m'excuse, Monsieur Maston, le poids politique que parfois la culture dans les collectivités locales, je l'ai senti beaucoup moins, je l'ai senti beaucoup plus vaporeux en Belgique, parce que sinon ce serait invivable tellement il y a de poids, tellement le poids politique serait énorme. Mais on a toujours la tentation que la culture soit une culture officielle, ça a toujours existé. Elle s'en échappe volontiers. La Belgique est assez subversive de ce côté-là. Tous les collectifs d'artistes qu'on connaît en Belgique sont des gens qui franchissent la frontière de toutes les cultures avec beaucoup de facilité et qui, du coup, font des pieds de nez à tout pouvoir qui s'entraînent de récupérer la culture comme un fait officiel. Les grosses institutions ont un rôle qui est aussi extrêmement dynamique. On a des nouveaux décrets d'art de la scène, on a des nouveaux contrats programmes avec l'État, dans lesquels on a des écritures qui sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui qu'il y a une quinzaine d'années, qui ne sont plus le fait simplement d'un discours, vous savez, sur la culture, mais d'un cahier des charges qui est de plus en plus ouvert vers la société, etc. On nous oblige, et à ça, je trouve ça très bien. Moi, ce que je trouve très bien, en fait, en Belgique, pour être très clair, et je sais si je suis le français qui plaide, comme dit Pierre, en Belgique, c'est finalement que la petitesse du pays oblige à sortir constamment de ses frontières. Donc, en fait, à diversifier son approche culturelle. Et le problème de la France régionale d'aujourd'hui, etc., en fait, c'est peut-être aussi un peu de ne pas se refermer chacun dans sa région, chacun dans son entité. Vous voyez, les échanges que nous avons aujourd'hui avec Nancy me paraissent tout à fait profitables. Moi, j'en ai régulièrement avec Lille, avec Metz, avec vos voisins messois. Je veux dire, il est très important que nos frontières restent ouvertes et la Belgique a été tellement petite qu'elle étouffe dans ses frontières. Elle a une nature comme ça tout à fait à exploser au-delà de ses frontières et du coup à donner un esprit à sa culture qui est quand même très très libertaire, hein, dans le bon sens du mot, je trouve. Pour avoir travaillé aussi dans une grande institution française pendant presque 10 ans, au Ballet de Marseille, pour ne pas la citer, là où je pense, pour rejoindre ce que Daniel disait, alors, c'est peut-être pas une question de politique culturelle. L'exception culturelle, je pense qu'elle est française. Mais je pense que la grande flexibilité de l'institution en Belgique et de son rapport aux politiques aussi, qui est très, très léger, très facile, est un atout essentiel. Je ne sais pas ce qu'en pense Peter, mais l'institution française, elle est complexe. Elle est peu flexible. C'est complexe. Pour Peter, on va l'obliger en fait à dire des choses qu'il ne veut pas dire. Devant son adjoint. Bon, écoutez, messieurs, je vous propose que voilà, cette déclaration d'amour entre la France et la Belgique constitue le mot de la fin. Peut-être souligner voilà, une touche d'espoir, un encouragement.
c'est la capacité d'innovation du secteur culturel créatif. Ces dernières années, la culture a basculé vers le numérique, le basculement s'est intensifié, elle a proposé des nouvelles pratiques, de nouvelles expériences. Voilà. La culture saura se relever et vivre en dépit des épreuves passées et des épreuves à venir. Messieurs, je vais faire toute une vague de remerciements, mais avant ça, je le redis une dernière fois, c'est la dernière fois que je le dis de la soirée, tous les liens, tous les programmations, les rapports, les dépêches de presse, les communiqués, etc. sont retrouvés dans le Google Doc qui est disponible dans le chat sur Facebook et également sur Zoom si vous voulez aller plus loin. J'aimerais maintenant remercier tout particulièrement la bibliothèque et la ville de Liège pour leur collaboration et leur aide. Monsieur Joseph Romance, Gloria Saragadze, Monsieur Léchevin, Jean-Pierre Hupkens, merci Monsieur Léchevin de votre présence et de votre aide. J'aimerais remercier les bibliothèques de Nancy, notre équipe, Olivier Simon, Verena Denry, Patricia Durupt, Isabelle Hubert et Juliette Lenoir. Merci à notre élu adjoint au maire de Nancy, Monsieur Bertrand Masson, pour l'introduction du sujet. Merci à vous. Merci bien sûr à nos intervenants ici pour leur contribution éclairée. Daniel Weissmann, directeur général de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Pierre Thies, directeur adjoint du Théâtre de Liège, Peter Jacobson, directeur du Ballet de Lorraine. Merci à Ethan Gray pour la modération. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau duplex de Culture Jumelle, avec cette fois nos voisins allemands de la ville de Karlsruhe, et il sera question de la lutte contre les fake news. Voilà, c'était Gabriel Bertrand. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.